Gilles. Bonjour Régent. On a la chance aujourd'hui d'aborder un sujet qui nous passionne tous les deux, le quartier Limoilou. Donc, on va commencer par le début. Tu vas nous parler un peu du commencement de ce quartier-là. C'est avec Jacques Cartier, évidemment, que ça a commencé. C'est vrai, parce que c'est un quartier relativement jeune à Québec, mais qui en même temps remonte au tout début de la Nouvelle-France. C'est l'endroit que Jacques Cartier avait choisi pour passer le premier hiver en Nouvelle-France avec son équipe de marins. Et il remonte la rivière Saint-Charles, que lui va baptiser la rivière Sainte-Croix, puis que les Autochtones appelaient la rivière Kabir-Kouba. Et il va se trouver un petit havre au confluent de la rivière, les raies de la rivière Saint-Charles actuellement, qu'on les appelle. Et il va passer là, donc, son premier hiver. Puis on sait que ça a été une catastrophe pour lui parce que, évidemment, mal adapté au climat, mal équipé. Puis on se rappelle tous dans nos manuels d'histoire à quel point le scorbut a fait des ravages parmi l'équipage de Jacques Cartier. Et il a fallu qu'il ait l'aide des Autochtones qui étaient installés dans le village de Stadacone. On ne sait pas exactement où il se trouvait par rapport à cet emplacement-là, mais quelque part, peut-être de l'autre côté de la rivière. Et les fils de Donnacona lui ont donné le moyen de se guérir de cette maladie-là par une tisane, la fameuse tisane de cèdre blanc qu'on pouvait concocter. Et évidemment, Jacques Cartier, étant un grand chrétien, ayant beaucoup de foi en la Providence, a attribué cette guérison-là à Notre-Dame de Rocamadour, dont il avait fait une petite image qu'il avait fixée sur un arbre, et puis il avait fait une prière. Et ça, c'est resté dans le paysage de Limoilou, Rocamadour. Et ça, c'est resté, effectivement, le nom est resté, parce que Rocamadour, c'est un peu le Lourdes du 16e siècle. Au fond, les gens allaient à Rocamadour prier la Madone et tout ça, et on lui demandait. Et Jacques Cartier avait promis de faire un pèlerinage si jamais il pouvait, avec ses hommes, survivre suffisamment nombreux pour pouvoir retourner en France et faire ce pèlerinage-là. Alors, il semble bien qu'il l'ait fait parce qu'à Rocamadour, il y a une grande plaque de marbre qui rappelle, en tout cas, le souvenir de Jacques Cartier, au moins sa dévotion. On espère qu'il a fait, qu'il a rempli sa promesse de faire ce pèlerinage-là. Mais en fait, c'était peut-être la Providence, mais surtout la tisane qui était au fond riche en vitamine C, qui permettait aux marins malades de récupérer. Voilà. Alors ça a été quand même un épisode important parce que c'est le premier point d'ancrage, on peut dire, des Français en Nouvelle-France. Ils vont retourner, ils vont essayer de refaire ces vaines tentatives dont parlait Marcel Trudel, et ça va donc prendre quelques années, puis ça va aller jusqu'à 75 ans après avec l'arrivée de Champlain, où là vraiment il va y avoir l'installation des Français. De Cartier, il reste un peu le parc Cartier-Brébeuf, qui est un lieu historique national. Voilà. Et là, je veux que tu nous parles, toi, de cette commémoration de 1889. Parce qu'il y a comme une renaissance à un moment donné. Voilà, parce que pendant longtemps, on a oublié le lieu, etc. Mais au 19e siècle, il y a une renaissance, au fond, de la conscience historique, de la conscience de commémoration de l'histoire. Et on va essayer de savoir où c'était. On va relire les textes et tout ça. Et on va essayer de savoir l'endroit précis où était ce lieu de divernement de Jacques Cartier. Et là, toi, tu as des idées intéressantes sur cette reprise-là. Ce qu'il faut peut-être dire dans un premier temps, c'est que ce qu'on sait moins, c'est que le lieu a été occupé quand même très, très rapidement par les Français lors de l'arrivée de la colonisation. Dès 1615, les Récollets sont à l'hôpital général. Oui, 1625, les Jésuites s'installent où Cartier avait hiberné en 1535. Et très rapidement, ils vont se faire donner cette fameuse, en 1626, cette seigneurie-là, Notre-Dame-des-Anges. Voilà. Donc, ils vont occuper premier rang, deuxième rang. Donc, dès le début de la colonie, il y a du monde, il y a de l'activité économique, de l'agriculture dans ce secteur-là. Mais ça va rester, on va le voir tantôt, longtemps agricole, jusqu'à quasi au 20e siècle. Et c'est justement à la fin du 19e siècle que ça va changer parce que, tranquillement, évidemment, la ville de Québec s'est développée beaucoup sur le plan urbain, dans l'axe de Saint-Sauveur, Saint-Roch, avec des faubourgs ouvriers, et on ne franchissait pas la rivière Saint-Charles. Mais à partir du 1880-1890, on veut vouloir traverser la rivière. Et en 1889, bien justement, Cartier revient dans le décor, comme tu as raconté, parce qu'on veut souligner un monument à Cartier-Brébeuf. On va faire une grande fête le 24 juin 1889. On va attirer des milliers de personnes. Et c'est un peu la naissance de Limoilou. Parce qu'auparavant, on va en parler, c'était les anglophones. La seigneurie avait été reprise par des anglophones.
Qui étaient là? Quels étaient ces anglophones-là qui étaient là? Bien, il y avait plusieurs hommes, des hommes d'affaires importants qui avaient justement acheté des terres parce que le régime seigneurial se termine au milieu du 19e siècle. Et bon, évidemment, comme c'était une seigneurie qui avait appartenu aux Jésuites, c'est devenu des biens comme les fameux biens des Jésuites et biens des errances qui étaient administrés par l'État. Mais il était possible donc d'acheter des terres. Alors, il y a des hommes d'affaires importants qui ont acheté des terres pour à la fois, comme tu disais, c'était la vocation agricole. Et la construction navale. La construction navale et aussi la villégiature aussi parce qu'il y avait quand même de belles terres, de beaux endroits. Donc, on pouvait aller, ceux qui avaient des sous pouvaient se faire construire une belle villa, etc. Bon, comme Xavier Garneau, François-Xavier Garneau? Voilà, François-Xavier Garneau le fait effectivement. Et puis, ces grands hommes d'affaires comme M. Anderson ou M. Park, M. Smith, alors il y avait tous ces gens qui, évidemment, en ouvrant des entreprises, des chantiers navals, bien, engageaient des ouvriers canadiens-français qui s'installaient un peu dans les rues autour, en fait, qui formaient des petits noyaux de population. Alors, on voyait comme ça apparaître sur le territoire de Limoilou des petits bourgs ouvriers. Il y avait New Waterford, il y avait Edleyville, qui est le vieux Limoilou actuel, Parkville, Smithville. En fait, c'était tous des petits Stadacona. Mais tout ça avant 1889. Tout ça avant 1889. Parce que là, en 1889, avec cette grande manifestation-là, il y a comme un début, dans le fond, d'occupation du territoire. On a l'impression que les francophones récupèrent ce territoire-là. On sait quand même les deux villes qui vont naître en même temps, c'est en 1893, c'est Saint-Sauveur et Limoilou. Donc, on veut vraiment donner un caractère français à ces nouvelles banlieues, entre guillemets, qui se développent. Et à ce moment-là, bien, c'est vraiment le début du développement de Limoilou. Puis quand on parle de développement d'un quartier à Québec, pour à peu près tous les quartiers du 19e siècle, on parle de feu. On parle de feu, effectivement, voilà. Parce qu'ils ont tous brûlé. Ils ont brûlé. Bien, c'était souvent des maisons ouvrières, des maisons en bois. Il n'y avait pas vraiment de plan d'urbanisme. On construisait un peu à la va comme je te pousse. Et puis, c'était donc dangereux aussi pour que le feu, évidemment, vienne ravager tout ça. Et puis, c'est ce qui arrive en 1892. Ce petit village d'Edleyville, qui était dans le noyau du vieux Limoilou actuel, aux 2/3 a été ravagé par un incendie. Et puis, ça a été vraiment dramatique. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les infrastructures, l'aqueduc, on n'avait pas d'eau pour éteindre le feu, on manquait de tout, on manquait de services et tout. Donc, la nécessité, la logique de ça, c'était aussi de créer une ville nouvelle en rassemblant tous ces petits bourgs-là, puis en faisant une structure municipale, puis en ayant une charte municipale qui va être accordée à la suite de cet incendie de 1892. Et on va donc créer une nouvelle ville. Et c'est là que le nom de Limoilou apparaît. Tu peux peut-être nous en dire un mot, parce que là, on rejoint Jacques Cartier. On revient à 1889, effectivement, voilà. Parce que Ernest Gagnon en avait parlé. Donc, on veut trouver des noms qui vont être francophones. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est en lien avec le manoir de Limoilou en France pour rappeler, dans le fond, Jacques Cartier. Donc, on veut rappeler la mémoire de Jacques Cartier dans le quartier. C'est pour ça qu'on a inscrit. Et même, je pense, c'est Barbezieux, dans son histoire de Limoilou, qu'on a publié dernièrement, qui nous raconte une histoire disant que lui, il aurait aimé que ce serait le contraire. Que Limoilou, ce soit Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-Limoilou. Oui, Saint-Malo, c'est que d'autre côté, la paroisse Saint-Angèle du quartier Saint-Sauveur porte aussi le nom de Saint-Malo. Et évidemment, de l'autre côté de la rivière. Puis on aurait pu inverser, c'est-à-dire appeler Limoilou le nom du domaine de la résidence du petit manoir de Jacques Cartier à Saint-Malo, donner Limoilou de l'autre côté de la rivière et Saint-Malo dans ce qui allait devenir Limoilou. Alors finalement... Donc les deux sont liés. Les deux sont liés, Saint-Malo, c'est Limoilou. Alors ce manoir de Limoilou existe toujours et peut être visité. Les gens qui vont du côté de Saint-Malo, qui vont faire un voyage en France quand ce sera possible, bien, ils peuvent aller voir. C'est à la porte presque de la ville de Saint-Malo. On peut encore visiter ce domaine. Puis là, va s'enclencher, dans le fond, le développement urbain de Limoilou en tant que tel, avec un élément très important. La terre du vieux Limoilou était possédée par Anthony Anderson, un autre anglophone, qui lui avait déjà quitté il y a une vingtaine d'années, mais là, dans les années 1880-90, on va vouloir développer cette terre-là. Le principal obstacle au développement de Limoilou, c'était évidemment le fait qu'il y avait un pont à péage depuis le début du 19e siècle qui empêchait le développement urbain. Donc, quand on traversait le pont d'Orchester, qui était un pont à péage contrôlé par les anglophones, eh bien, on avait justement le problème on était à la campagne. Même en 1859, les gens de Québec se sont tannés, il y a eu une émeute, ils ont voulu mettre le feu au pont parce qu'on avait augmenté les tarifs. On demandait une scène aux piétons. C'est les piétons qui doivent traverser. Il y a des gens qui trichaient parce qu'au niveau du pont de Rouen, évidemment, des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière Saint-Charles, donc ils traversaient à pied. Mais tout ça pour dire qu'un des éléments importants pour déclencher le processus d'urbanisation, il fallait premièrement que les anglophones commencent à vendre leurs terres. Donc, une compagnie qui s'est formée en 1906, la Québecland. Québecland qui a un nom anglophone, mais c'était des trèfles Bertillon, c'était
des libéraux de l'époque, un Garneau, l'ancien maire de Québec. Donc, ouais. ils se sont lancés dans une campagne de spéculation immobilière. Et là, on va développer le Limoilou que l'on connaît, c'est-à-dire le Limoilou, le vieux Limoilou tel qu'on le connaît, avec des règles du jeu, avec des édifices de 3 étages, des ruelles, une distance dans la rue. Donc, il y avait c'était le premier quartier de la ville où on devait avoir des règles d'urbanisme. Parce qu'avant, évidemment, la ville s'était développée au 18e, 19e siècle, un peu, de façon un peu anarchique. Donc, il n'y avait pas vraiment, surtout les faubourgs, qui étaient développés de manière anarchique. Mais là, on a des règles parce qu'on veut faire, dans le fond, de 2 quartiers de Québec, Montcalm et Limoilou, les quartiers modèles de la ville de Québec. Et évidemment, ce qui va donner la possibilité de faire ça, c'est le tramway. Parce qu'avec le tramway, là, bien évidemment, à ce moment-là, on va faire rentrer le tramway dans Limoilou et dans Montcalm. Et là, ça va être le début de développement urbain progressivement à partir du vieux village de Blainville jusqu'à la 18e rue. Puis on a fait aussi une planification aussi. On a dessiné, même si le quartier n'existait pas encore, sauf dans ses parties les plus anciennes, mais on a vraiment quadrillé les rues. Et quand ils ont vu le plan avec il y avait, en fait, ça s'était développé autour de 2 axes routiers. Il y avait le chemin de Charlesbourg, c'est la première avenue actuelle. Qui était là depuis les temps immémoriaux. Oui, depuis l'époque du 17e siècle. Et le chemin de Beauport, qui était là aussi depuis qu'on appelait la Canardière, le chemin de la Canardière. Et au fond, c'est 2 axes routiers. Et lorsqu'on a fait le dessin des rues, puis qu'on a commencé à lotir les rues, ça a rappelé à ces promoteurs de la Québecland, au fond, le plan de Manhattan, qui est également traversé par Broadway, qui est une espèce de grande oblique comme ça qui traverse. Et comme, évidemment, les États-Unis, c'était le modèle du développement puis de la modernité et de ce qui est de la prospérité, ben on s'est dit, on va faire une espèce de petit New York. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de numéroter. Donc, on a notre propre rue célèbre à Limoilou. Des petits New York, effectivement, un petit New York. D'ailleurs, à l'époque, on faisait souvent, on disait c'est le Greater Québec. En fait, on se donnait des allures comme aux États. Là, oui, c'était parce vraiment que, le modèle. Parce que ce qui arrive à l'époque, après le tricentenaire de Québec en 1908, c'est que Georges Garneau, qui est maire de Québec, décide de lancer l'idée de Greater Québec. Greater Québec, c'est exactement la réplique de ce qui s'est passé à New York quelques années auparavant, où on avait fusionné les 5 boroughs. Donc, on disait, si New York est capable de devenir une grosse ville, Québec est capable de devenir une grosse ville. Voilà. Donc, on va commencer des fusions municipales, Saint-Malo, on va aller Montcalm, on va faire toutes ces... Et évidemment, la dynamique va arriver à Limoilou en 1909, où là, on va exiger une baisse de taxes, avoir des services municipaux, avoir également une magnifique station de pompiers. Et avec ces conditions-là, finalement, Limoilou va fusionner avec la Ville de Québec, faire partie de la Ville de Québec à partir de 1909. Mais ce qui est intéressant de voir à l'époque, c'est que les agriculteurs étaient contre et les développeurs immobiliers étaient pour. Parce qu'évidemment, les gens de la campagne, les gens qui étaient en périphérie de la ville, ne payaient pas de taxes. Il y avait très peu de taxes. Donc, la question de la taxation directe était très importante à ce moment-là. Et c'est toujours par référendum que se faisaient ces fusions-là. Mais le référendum en 1909 a été gagné par, évidemment, les gens qui voulaient la fusion, entre autres les maires à l'époque, Trudel, également Jeanne Leclerc, tous ces gens-là qui étaient promoteurs immobiliers. Et là, on va vraiment avoir une accélération de la démographie puis de l'urbanisation du quartier. Mais on a aussi une chose, il faut que tu nous parles, c'est on a une paroisse, parce que c'est un élément très important à l'époque du développement quartier, de prendre paroisse. Mais sur l'annexion, je pense que la Ville de Québec avait, en fait, les annexionnistes avaient des arguments convaincants, parce que tu parlais tout à l'heure de l'abolition des péages, mais le maire Drouin disait même, on va reconstruire ces ponts, ces vieux ponts en bois là, qui tombaient en ruine, puis qu'il fallait tirer avec des chevaux pour laisser passer les goélettes. On allait construire des beaux ponts modernes, encore là, en fer, avec une bascule en béton là, qui allait faire lever le pont pour laisser passer les bateaux. On allait abolir les péages. Il y avait les chemins à péage aussi, parce que même les chemins routiers, il y avait des barrières, il fallait payer partout. Alors là, on allait abolir ça, l'abolition des péages. Ensuite, tu t'en parlais, le tramway, l'éclairage des rues, le pavage des rues. Enfin, il y avait vraiment tout un côté, là, vraiment, on se disait, waouh, là, on va entrer dans une ville moderne. On va enfin être arrivé au monde, là, avec tout ça. Mais la paroisse, il faut la paroisse, c'est important, parce que ça faisait, on a vu que dès les années 1860-70, il y avait déjà de la population qui était là, qui vivait là et qui demandait de temps en temps, est-ce qu'on pourrait avoir une paroisse? Parce que après l'abolition du régime seigneurial, on avait même appelé le territoire, non plus une seigneurie, mais on avait appelé ça Saint-Roch-Nord, c'est-à-dire qu'on l'avait un peu dans le cadastre là, territorial, on avait simplement poursuivi finalement l'espace de Saint-Roch vers le nord. Et donc, c'était la paroisse Saint-Roch. Les gens devaient traverser, justement, peut-être payer le péage pour aller à la messe
Ou se mouiller les pieds. Se mouiller les pieds d'une façon ou d'une autre. Et puis, donc, c'était quand même une certaine distance. Et puis, les gens disaient, ben l'hiver et tout ça, c'était quand même fâcheux. Alors, on demandait la création d'une paroisse. Or, le curé de l'époque, qui s'appelait Bélanger, le curé de Saint-Roch, souhaitait, lui, reconstruire il avait besoin d'une plus grande église. Il voulait reconstruire l'église plus grande, etc. Il avait donc besoin de l'apport financier de plus de paroissiens possible. Et pendant tout le temps, il refusait tout le temps de répondre aux désirs de la population qui souhaitait une nouvelle paroisse. Bon, il est décédé en 95 et dès l'arrivée du nouveau curé, qui était M. Gauvreau, lui était beaucoup plus ouvert. Il disait, bien, ça prend quand même des services paroissiaux, puis on ne peut pas être toujours développer des dessertes ou à n'en plus finir. Il faut absolument avoir des nouvelles paroisses. Alors lui, il a donné le feu vert, puis il a dit aux paroissiens, bien, si vous faites une demande à l'archevêché, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va être accepté. Puis de fait, c'est ce qui s'est passé. On a tout de suite procédé. On a une pétition à l'archevêché en disant, ben nous souhaitons avoir une nouvelle paroisse et ça s'est fait. Alors donc, en 1896, on va donc avoir la construction, enfin la fondation d'une nouvelle paroisse et on installe le noyau paroissial va s'installer sur une terre qui appartenait à l'Hôtel-Dieu, aux religieuses de l'Hôtel-Dieu. Et si je peux me permettre une petite aparté, c'est intéressant de voir que les gens souvent nous posent la question, le long de la 8e avenue à Limoilou, il y a plein d'églises, d'écoles, de parcs, etc. Si on part de la 8e avenue près de la rivière jusqu'à peu près la 25e rue actuelle, jusqu'à ce qui était autrefois Saint-Paul-Apôtre et tout ça, vous avez les écoles, Saint-Jean-Eudes et tout ça, puis bon, le cégep devenu cégep, Jean de Brébeuf, etc., Saint-Fidèle, enfin les églises et les écoles semblent toutes construites sur la 8e avenue. Mais c'est que les religieuses ont dit, nous, on est prêts à donner, ils ont vendu quelques terres, mais en réalité, elles étaient prêtes à donner les terres en autant que ce soit pour des fins religieuses, éducatives ou sociales, comme des parcs, etc. Alors, c'est ce qui explique, au fond, qu'avec une concession de terre qui remonte au 17e siècle, on a encore dans le paysage urbain de Limoilou des traces d'une volonté comme ça de cession. Qui a perduré durant 300 ans. Et de cession, finalement, de terrains qui ont été faits avec une certaine vision et qui, alors, c'est la terre de l'Hôtel-Dieu dont on peut encore voir les traces urbanistiques aujourd'hui. Alors voilà, donc on construit sur ces terres, ces lots qui sont donnés par les religieuses, une église. Alors on construit une église et comme on sait que le quartier il est appelé à se développer, alors on va tout de suite construire une église en pierre. On fait appel à un architecte qui s'appelait David Ouellette, qui était un architecte très connu à l'époque, qui a construit énormément d'églises à Trois-Pistoles, à Saint-Georges-de-Beauce, etc. Il va construire donc une belle église, enfin une église qui est appelée aussi même à être agrandie, mais on fait une belle église de pierre, de granit de Rivière-à-Pierre. On va chercher de la très bonne pierre et on construit l'église Saint-Charles de Limoilou. Saint-Charles, évidemment, pour rappeler le nom de la rivière, évidemment, c'est un peu logique. Alors, on va de ce côté-là, du côté de la construction. Et cette église-là, qui vient à peine d'être construite en 1899, ben, c'est l'incendie. Ravagée complètement, détruite. Les murs restent là, les murs sont solides. Et on va faire appel au même architecte, David Ouellette, pour reconstruire cette église-là alors qu'elle venait à peine d'être terminée. Et il y avait eu des critiques sur l'architecture. Il y avait une espèce de clocher un peu byzantin, etc. Puis ça n'avait pas plu à beaucoup de monde. Je pense que David Ouellette a pris acte des critiques qui avaient été faites sur son premier clocher, puis il en construit un autre, beaucoup plus élégant, très élevé, qui rappelle un peu le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et puis moi, j'ai toujours eu l'impression que il y avait l'intention derrière ça, parce que le clocher de Saint-Jean-Baptiste de Péchy existait déjà, de marquer les deux bornes est et ouest de la ville de Québec de l'époque. Deux plus belles églises. Deux belles églises avec un clocher pointu comme ça, très, très élancé, qui marquait dans le paysage. On avait donc un repère comme ça, spatial, parce qu'au-delà de Saint-Jean-Baptiste, à l'époque, ça allait presque à Sainte-Foy avant qu'on ait une nouvelle paroisse. Puis du côté de Limoilou, il fallait aller à Beauport avant qu'il y ait une autre paroisse. Donc, c'était les deux marqueurs, finalement, Alors, donc, on reconstruit cette église-là. Elle a coûté très cher, encore là, la reconstruction. Et le curé de l'époque, Albert Côté, se trouve complètement dépassé parce qu'il était mauvais administrateur. Paraît-il qu'il avait perdu des papiers lors de l'incendie.
Et il est obligé donc de composer avec ce qu'il a. Il est complètement dépassé. Il n'y a pas de conseil de fabrique pour l'assister. Et il panique. Le pauvre homme, il est complètement... en mai 1902, il ferme les livres et puis il prend le train puis il s'en va aux États-Unis. Il disparaît du décor et tout ça. Et laissant une paroisse, alors on imagine en 1902, un troupeau paroissial sans pasteur. On peut imaginer à quel point le scandale était à fleur. On imagine un peu les réactions, puis ça faisait jaser, disons, dans les ruelles. Alors, c'est comme ça que Monseigneur Bégin, qui est administrateur du diocèse à ce moment-là, va faire appel d'urgence aux Capucins qui souhaitaient depuis des années, Capucins français, installés à Ottawa depuis 1890 et qui souhaitaient venir s'installer à Québec. Il leur dit, venez, j'ai besoin de vous, puis prenez c'est à ce moment-là que le père Alexis de Barbezieux arrive à Limoilou. On lui donne 15 minutes pour se décider, pour prendre cette paroisse qui est complètement en banqueroute, qui est complètement endettée, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'époque, c'était des sommes considérables. Et lui accepte, il se dit, il y a un potentiel et on y va, on prend ça en main. Et ça, c'est la première paroisse, dans le fond, qui se met en place. C'est la première paroisse. C'est très rapidement. Plusieurs autres, Saint-François d'Assise, Saint-Fidèle. Parce que là, ce qui est intéressant, à partir des années 1910, après la Première Guerre mondiale, c'est que la ville de Limoilou va se développer, mais elle va exploser. Exploser. 10 000, 20 000, 30 000. Et ce qui est une des caractéristiques, parce qu'on va avoir un quartier urbain, familial. Jean-Charles Falardeau dit en 1949, c'est le quartier le plus familial de la ville de Québec, le quartier où les gens ont le plus de solidarité. Mais c'est surtout un élément qui est bien important qu'on n'a pas parlé, qu'il faut parler, c'est le quartier le plus pollué de la ville de Québec. Ah oui. Parce qu'à la Pointe-aux-Lièvres, vous avez l'incinérateur municipal. Et depuis le 19e siècle, les gens vont jeter leurs déchets là. Il y a également l'incinérateur qui va être déplacé en 1974. Il y a des boucheries. Donc, il y a la rivière Léré et la rivière Saint-Charles qui sont devenus des égouts à ciel ouvert. Et là, dans les années 40, les gens de Limoilou, des années 1940, les gens disaient, on en a assez, ça suffit. Si on continue à payer des taxes à Québec, il va falloir avoir des services, il va falloir améliorer la qualité de vie dans le quartier. Et c'est là qu'on va commencer à partir des années 1930 à, premièrement, restaurer la rivière Léré, qui était un égout à ciel ouvert et qui posait un problème parce qu'elle circulait dans le quartier, elle coupait le quartier en deux. Donc, les gens qui étaient au nord de la Léré n'avaient pas d'égout, n'avaient pas d'aqueduc, alors que ceux du sud en avaient. Donc, on va commencer à rationaliser le développement urbain, développer les réseaux d'aqueduc et d'égouts, assainir la rivière Léré en la mettant dans un tuyau pour qu'elle aille jusqu'au parc Cartier-Brébeuf aujourd'hui, qui a été transformé en parc national. Et ça va précéder de peu la restauration de la rivière Saint-Charles, parce que le grand virage qu'on connaît au niveau urbain, évidemment, qui a amené le Limoilou qu'on connaît aujourd'hui, c'est de voir la rivière Saint-Charles, qui est un égout à ciel ouvert, devenir, à un moment donné, aujourd'hui, cet axe important vert dans la ville de Québec, qui fait que maintenant, les gens s'agglutinent sur le bord de la rivière, les gens construisent sur le bord de la rivière, alors que pendant 200 ans, ça a été vraiment l'égout à ciel ouvert de la ville de Québec. Donc, ça, c'est un virage important qui marque le quartier Limoilou des dernières années. Il y a eu une dégradation parce qu'au début du siècle, c'est encore avec la Québecland, c'est encore un quartier qu'on présente comme le quartier modèle. Il y a des arbres, alors que dans les vieux quartiers, il n'y en a presque pas. Il y a des espaces, il y a des balcons, enfin, il y a une qualité de vie, justement pour élever des familles, les ruelles, les cours, etc. Ça permet vraiment aussi une dynamique de vie et une qualité de vie qu'on reconnaît dans ces années-là. Qu'on n'avait pas dans les faubourgs. Qu'on n'avait pas dans les faubourgs. Et justement, ça se dégrade avec les éléments que tu mentionnais. Aussi une espèce pas d'urbanisation, mais d'industrialisation. Par exemple, l'arrivée en 1927 de l'Anglo Pulp, qui est devenue maintenant la White Birch, là, la papetière. Bon, évidemment, encore là, c'est un moteur économique important parce que juste la construction en 1927, 26, 27 de cette usine-là, à l'embouchure de la rivière Saint-Charles du côté de Limoilou, ça a engagé 2-3 000 ouvriers juste pour la construction parce que c'était sur du terrain, du remplissage. Alors, il fallait vraiment asseoir ça sur des piles importantes qui allaient joindre le tuf, là, le sous-sol. Et on voit à quel point là, ça engage. Donc, c'est des familles, tout ça, c'est des ouvriers qui veulent habiter près de leur lieu de travail. Donc, ça anime beaucoup. Mais en même temps, c'est une pollution parce que, surtout à l'époque, les normes, moi, je me souviens d'avoir senti l'anhydride sulfureux là, quand on sortait de chez soi, là, puis ça prenait à la gorge. Là, c'était bon. Alors, tu avais la rivière Saint-Charles qui sentait mauvais, l'incinérateur qui sentait mauvais, l'Anglo qui puait. Alors, c'était vraiment... Il y a eu vraiment, là, dans ces années-là... Une époque plus difficile. Voilà. Puis en plus de beaucoup premièrement, du chauffage
chauffage au mazout, c'était fréquent. Il y avait beaucoup de gens qui chauffaient au mazout ou même encore au charbon. Alors, tout ça créait une espèce de pollution aussi qui rendait, alors là, ça devenait beaucoup plus difficile pour la respiration. Ensuite, l'aqueduc aussi se laissait à désirer. L'eau était douteuse. Et puis bon, alors il y avait plein de problèmes comme ça. Puis c'est vrai que ça demandait une réforme. Puis les facteurs, comme tu dis, c'est ça, on a souvent reproché au maire Lamontagne d'avoir bétonné la rivière. On a mal évalué effectivement l'impact écologique que ça pouvait avoir. Évidemment, à l'époque, on pensait peut-être à Londres ou à Paris avec les quais, la Seine, avec les quais, disait que c'était la Seine à Québec. Voilà. Mais la Seine, premièrement, à Paris, sur la longueur de la Seine, c'est un petit segment. Hein? Alors, le fleuve, puis premièrement, le débit est beaucoup plus grand, puis le fleuve a le temps de se refaire une santé après être passé à Paris ou à Rouen, alors qu'à Limoilou, c'était l'embouchure. Alors, on tuait carrément la vie en même temps. Alors, c'était quand même mieux que le dépotoir que ça avait été précédemment. Ensuite, on avait installé un barrage aussi qui empêchait cette marée. Donc, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il n'y a plus de navigation sur la rivière Saint-Charles dans les années 1963. 63, la fin de la navigation légère sur la rivière Saint-Charles, à marée haute seulement. Mais c'est ça, donc c'était quand même une amélioration, mais on s'est rendu compte qu'on avait aggravé le problème de la santé de la rivière avec ça. Mais ce qui est important de noter, c'est que tous les facteurs dont on vient de parler vont provoquer, après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'étalement urbain, le développement de la ville, le fait que le quartier va se vider. Limoilou a déjà eu 70 000 habitants, et là, on va descendre à 30 000, à 40 000. Donc, les gens vont quitter le quartier Limoilou, qui est vu maintenant comme un quartier central, pour aller développer dans les quartiers de banlieue. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une période un peu plus sombre, les années 70, 80, 90, du quartier Limoilou. On connaît beaucoup plus de difficultés. Les autoroutes ont éloigné les gens également de ce secteur-là. Donc, les centres d'achat commencent à décliner dans le secteur. Donc, c'est à partir de la fin du 20e siècle que là, tout d'un coup, on voit une renaissance du quartier. Comment on peut l'expliquer? Le retour des familles, le retour des jeunes dans le quartier et surtout la vie urbaine qui revient à la mode parce qu'à partir des années 2000-2010, pour la première fois, on va constater dans le quartier Limoilou une augmentation de la population. Donc, une légère augmentation. Ça veut dire que maintenant, la différence avec il y a peut-être 30 ans, c'est que maintenant, des familles avec enfants demeurent dans Limoilou, restent dans Limoilou parce qu'il y a des CPE, parce qu'il y a de l'emploi aussi. C'est un quartier, je pense, on a parlé de l'Anglo tantôt, mais c'est un quartier où il y a de l'emploi. Voilà. Il y a beaucoup d'emplois. Donc, ça facilite évidemment le fait que les gens peuvent avoir seulement une voiture. Donc, c'est un mode de vie au 21e siècle, probablement, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus cher dans Limoilou, mais où la qualité de vie est quand même assez bonne. Tout à fait. Puis rappelle-toi aussi, tu parlais des autoroutes, la saignée, l'autoroute Dufresne-Montmorency qui dessert la colline parlementaire, pour le quartier Limoilou comme pour le quartier Saint-Roch, ça a été vraiment une saignée démographique parce qu'on a exproprié aussi. Quand on passe sur les voies hautes, là, on ne se rend pas compte qu'autrefois, en dessous, c'était des maisons, c'était des rues, donc, des ça a maisons. aggravé le phénomène. Alors, c'est ça. Donc, il y a eu énormément de gens. Puis moi, je me souviens d'avoir des amis de ma mère qui pleuraient parce qu'ils avaient passé toute leur vie là, puis on les obligeait là, à partir. On les dédommageait, mais quand même, allez-vous-en. Et puis, on les a déracinés. On les déracinait. Alors, ça a été quand même, il y a eu des drames humains aussi. Et pour la démographie, je dirais, du quartier, c'était quand même une saignée, là, parce que là, ces gens-là partaient s'installer ailleurs. Alors, ça a été quand même difficile, cette période-là. Mais aujourd'hui... Voilà, c'est ça. Bien, il y a eu des creux et des remontées, effectivement. C'est l'histoire du quartier Limoilou. C'est l'histoire. Bien, on a intérêt à parler également, je pense, Gilles, de l'Expo provinciale, parce que tout le monde connaît l'Expo provinciale à Québec. Ça fait partie presque du folklore pour plusieurs générations, quand même, sur une période de 100 ans, et même plus de 100 ans. Il y a eu ce parc de l'exposition qui recevait à chaque année, exposition agricole et commerciale, on peut dire, il y avait un petit peu de tout, et en même temps une foire pour les enfants que j'étais. On a tous connu. On a tous connu. On appréciait beaucoup la foire, des manèges, etc., etc. Mais c'est vrai que ça a été aussi un facteur dynamique. Et de développement urbain. Et de développement urbain, avec l'hippodrome aussi. Alors, donc, les courses de chevaux, etc., qui étaient très courues aussi. Et la construction du Colisée aussi dans les années 40. En fait, il y avait déjà eu un Colisée, il y en a un qui a brûlé. Alors, on a reconstruit. Et c'était un Colisée qui, en 1949, passait pour un
un élément quand même très moderne. C'était quand même... un Allemand, un architecte allemand. Un architecte allemand avec justement cette architecture sans colonnade, sans rien à l'intérieur, donc une vision de patinoire et des spectacles qui pouvaient s'y tenir. C'est drôle parce que dans le fond, l'Expo provinciale, ça a commencé une petite ferme, la ferme Rowan, à la fin du 19e siècle. Et à Québec, les expositions étaient itinérantes. Ils se promenaient un petit peu, un manège militaire et tout ça. Et finalement, ces gens-là ont décidé de se partir une entreprise privée, dans le fond, l'Expo provinciale, qui faisait concurrence au Parc Savard qui était à Vanier. Parce que les grands événements, à l'époque, se déroulaient au Parc Savard, où était l'hôpital d'immigration. Mais tranquillement, le Parc Savard va disparaître, ça va devenir un hôpital militaire. Et c'est l'Expo provinciale qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Mais le geste le plus important, je pense, c'est celui à qui on doit vraiment le développement du quartier Limoilou. C'est vraiment le maire Napoléon Drouin qui était là de 1910 à 1916, parce qu'on tantôt on a parlé des ponts, on a parlé de différents éléments qui ont contribué, dans le fond, au développement urbain. Mais surtout, en amenant l'exposition provinciale, en municipalisant l'Expo provinciale à partir de 1912, avant, les bâtiments qui étaient là étaient des bâtiments temporaires, des granges, tout ça. C'est un événement annuel, mais il ne restait pas grand-chose. Tandis que là, on va engager Tanguay, le Georges-Émile Tanguay, qui va faire le pavillon central, le pavillon des arts, et qui va construire également, en 1909, lors de la fusion, la fameuse centrale de police, la centrale de pompiers de police. Donc, à ce moment-là, et là, l'Expo va commencer à prendre de l'envergure et devenir une exposition provinciale. Et c'est surtout le fait qu'on l'ait relié par le tramway. Donc, évidemment, le tramway qui part du centre-ville, qui traverse la Pointe-aux-Lièvres et qui monte jusqu'à l'Expo provinciale. Et ça va contribuer fortement au développement, je dirais, de ce secteur-là, au-delà de la Québecland, parce que la Québecland développait le vieux Limoilou. Mais quand on parle de Limoilou, on parle souvent du vieux Limoilou. Mais le Limoilou actuel, c'est 3 quartiers. C'est Mézeray, dont on a peu parlé avec le domaine Mézeray. C'est les Raies et c'est le Vieux-Limoilou, qui a à peu près aujourd'hui 15 000 de population chacun. Donc, c'est autour de 45 000 habitants qui vivent dans Limoilou. Mais dans ce sens-là, l'exposition provinciale, ça a été comme un fer de lance du développement urbain qui a permis vraiment de faire connaître le quartier, parce que c'était pas évident au début, une exposition provinciale complètement dans le champ, à l'autre bout de la ville de Québec. Il fallait se déplacer pour y aller. Et tranquillement, c'est devenu le centre. Mais aujourd'hui, on sait maintenant, avec le centre Vidéotron, avec notre marché, notre grand marché, on a redonné un pôle un peu. J'étais sceptique au début sur ce projet-là, mais je suis fasciné de voir aujourd'hui les familles aller s'installer dans les familles. Vous savez, Napoléon Drouin avait planté des arbres à l'Expo provinciale, des arbres qui sont centenaires aujourd'hui. Avec maintenant les jeux, avec le grand marché, à toutes les fins de semaine, les communautés migrantes, les familles, maintenant c'est un lieu de rassemblement. Absolument. Pendant longtemps, le parc a été vide, mais là, depuis quelques années, eh bien, c'est comme une renaissance qu'on voit autour de. Dans le fond, on n'a plus d'Expo provinciale depuis quelques années. C'est ça, c'est disparu du paysage. Mais ça reste quand même un secteur dynamique. C'est même là qu'on va se faire vacciner. Entre autres, c'est quand même important. Alors, tout le monde peut passer par là, effectivement. C'est vraiment. Donc, c'est une autre des caractéristiques du quartier Limoilou. Donc, quartier également où les gens peuvent venir s'amuser et se soigner, parce que Limoilou aussi, ça a été avec 3 grands hôpitaux. On peut même en ajouter un 4e avec Saint-Michel-Archange, Robert Giffard. Mais le premier hôpital, 1914, qui a été l'hôpital Saint-François d'Assise, qui est aussi un peu structurant, parce qu'à partir du moment où on a des services hospitaliers dans le quartier, on peut faire soigner justement, on parlait des familles. Les familles, il y a des enfants, il y a des maladies ou des choses comme ça. Donc, on va avoir le service. Dans les années 20, c'est 23, 24, je crois, l'Enfant Jésus qui va apparaître, et l'hôpital civique. Qui est sur la Canardière un petit peu plus tard. Par le maire Drouin toujours. Par le maire Drouin toujours. Puis même l'architecture, on reconnaît un peu le style de l'époque dans l'architecture de ces bâtiments-là. Alors ça, c'est important aussi de voir que apparaît aussi les services hospitaliers dans le quartier Limoilou, parce que ça aussi, ça crée un enracinement dans le milieu. Et si on finit avec l'éducation, évidemment, le cégep avec Saint-Jean-Eudes. Le cégep, on peut rappeler aussi les Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie qui ont pris en charge la première école, qui est aujourd'hui un des rares monuments classés avec le château de Mézeray. Il y a sur la 3e rue, on a cette petite école qui était la petite école d'Edléville, qui a survécu à l'incendie de 1892. Ça a été construit en 1863 et on a ce petit bâtiment qui est actuellement en vente d'ailleurs, et où il y avait à une certaine époque jusqu'à 175 élèves qui fréquentaient cette petite maison de rien du tout, avec quelques religieuses, et assez rapidement, évidemment, on se rendait compte que ça prenait une école importante. Donc, toujours sur les terres de l'Hôtel-Dieu, des Sœurs de l'Hôtel-Dieu, tout près de l'église Saint-Charles, on a construit un premier couvent, le couvent des religieuses, qui tenait pension, etc., sur ce bâtiment-là, construit dans les années 10.
1900-1910. Et donc, encore là, c'est le début des écoles. On va avoir aussi d'autres congrégations religieuses. Collège classique de Collège filles. classique, les Frères du Sacré-Cœur qui vont fonder Collège des garçons, etc. On parlait de grandes familles, aussi familles nombreuses à l'époque. Donc, évidemment, ça prenait rapidement là, des écoles. Et les eudistes arrivent parce c'était seulement des écoles primaires ou enfin le début du cours secondaire. Mais à partir des années 30, fin des années 30, les eudistes arrivent dans le paysage et on souhaitait qu'il y ait un établissement d'éducation classique. Alors, un collège classique. Collège classique. Dans Basseville. Voilà, à Basseville, parce que sinon, il y avait le séminaire de Québec, il y avait les Jésuites qui étaient ouverts du côté du quartier Saint-Martyr, là, près de Saint-Martyr canadien. Mais c'est ça, dans la Basseville, il n'y avait pas de... Alors, c'est les eudistes qui vont s'installer, Collège externat classique Saint-Jean-Eudes, qui ouvre dans les années 30, là, qui commence à donner le cours dans les années 30, et qui va donner naissance dans les années 60 au Cégep de Limoilou. Qui est toujours actif. Et tous les politiciens, tous les hommes d'affaires de la Basseville sont passés par le Saint-Jean-Eudes et le collège. Saint-Jean-Eudes, voilà, puis Sylvain Lelièvre, et puis tout, un peu les vedettes, on peut dire, du quartier Limoilou sont passés par cette institution. Par cette institution-là, bien sûr. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont, par le cégep ou par les écoles secondaires aussi du quartier, qui ont passé certaines années d'études dans ce moment-là, dans ces années-là. Si je comprends bien, Gilles, les églises dans Limoilou, ils ont souvent brûlé. Ils ont souvent brûlé et après l'arrivée des Capucins en 1902, qui construisent leur monastère tout près à côté de l'église, même attenant à l'église, ils font un noviciat, etc. Ils vont donc habiter là. Il y a donc toute une communauté de prêtres qui habitent là, de frères qui habitent là. Et cette église qui avait été reconstruite au début, elle est agrandie par les Capucins, elle est décorée par les Capucins. On fait venir des artistes pour l'améliorer, faire une très belle église, parce que ces constructions d'églises aussi, c'était fondamental parce qu'il y avait une fierté, au-delà évidemment la religion qui était bien importante là, dans l'esprit du temps, mais l'idée d'avoir une très belle église, ça donnait une fierté aussi aux gens de Limoilou. On voyait les belles églises qui se construisaient dans le cœur de Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur et tout ça, et maintenant Limoilou avait également une très belle église dont ils pouvaient être fiers. Or, les incendies sont venus encore marquer l'espace de l'histoire, parce qu'en 1916, cette église qui était vraiment en train de devenir une des belles églises de Québec va être encore incendiée. Paraît-il que c'est un article de fumeur qui avait été laissé dans le sous-sol, qui était ouvert à ceux qui venaient passer jouer au billard ou s'amuser un peu dans le sous-sol. Il n'y avait pas de salle communautaire à ce moment-là. Donc, le feu prend dans la nuit et tout est ravagé. Restent toujours les murs d'origine. On reconstruit toujours dans les mêmes maçonneries, les mêmes murs avec la même architecture, le même style, etc. Bon, style éclectique où on va chercher beaucoup d'éléments dans la grande architecture européenne, médiévale, etc. Donc, à ce moment-là, l'architecte d'origine y est décédé, David Ouellette. On va chercher quelqu'un d'autre qui s'appelle également Ouellette, Joseph-Pierre Ouellette, également grand constructeur d'églises de l'époque. Et lui va proposer aux Capucins une reconstruction plus monumentale, non plus le très beau clocher, mais il a proposé deux clochers plutôt. C'est la façade de l'église de Saint-Charles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, au bout de la 5e rue, avec cette espèce de monumentalité là, et cette perspective. Alors, donc, Ouellette a voulu jouer un peu sur cette position géographique de l'église et va donc reconstruire. Les Capucins et Ouellette vont reconstruire cette église. Et encore là, avec un souci de donner encore là une fierté au quartier en faisant appel aux meilleurs artistes, des peintres, Guido Nincheri, les vitraux. Alors, on va aller chercher puis la sculpture sur bois, etc. Donc, le marbre. Alors, on va toujours chercher des éléments des matériaux nobles pour que cette église-là soit vraiment comme un fleuron du quartier Limoilou. Puis il y a l'influence des Capucins, je m'imagine. Et les Capucins, évidemment, la décoration très franciscaine, etc. On veut vraiment marquer. Et même, on va marquer un peu l'histoire du quartier parce que on va mettre en vedette, non pas Saint-Charles de Limoilou, qui est le patron de la paroisse, mais Notre-Dame-des-Anges pour rappeler l'ancienne seigneurie qui avait été concédée d'abord aux Récollets, ensuite aux Jésuites, et rappeler l'histoire aussi marquée par Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, évidemment des figures religieuses, mais
qui rappelle aussi les dévotions finalement et le Saint Jean-Baptiste comme patron des Canadiens français, etc. Donc on va chercher dans l'histoire des éléments qui, dans l'Église aussi, remarquent le lien entre l'histoire et la religion. C'était très présent à l'époque, très prégnant à l'époque. Alors on se sert de ça aussi. Alors cette Église-là, qui est maintenant désaffectée depuis 2012, qui cherche encore un peu, je pense que maintenant, avec la machine de cirque, il y a une occupation au moins, on lui trouve une nouvelle vocation, une requalification. La Société historique de Limoilou a fait une demande de classement pour qu'elle soit reconnue comme monument historique. Je pense que ça marquerait aussi un facteur important là, de l'histoire du quartier, incarné finalement dans un bâtiment qui est l'église Saint-Charles. Puis le fait que tu as écrit le livre sur Limoilou. Il y a un livre d'écrit. On a suivi une subvention de 2 millions pour la restauration de l'église. Bon, on espère que ça a pu jouer, ça a pu contribuer, mais en tout cas, mais je pense que simplement aussi la prise de conscience de dire que l'église, évidemment, n'occupe plus la place qu'elle occupait autrefois. Donc, évidemment, il y a eu jusqu'à 11 paroisses quand même sur le quartier Limoilou. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Il y a plusieurs lieux de culte encore qui sont ouverts et l'église Saint-Charles appartient encore à la fabrique paroissiale de Limoilou. Mais ce qui est important, c'est que ces églises-là aussi, en tout cas qu'on en garde des traces et qu'on les valorise pour en faire des témoins d'histoire aussi et qu'on soit capable de les comprendre et décoder et de voir aussi la valeur artistique, de voir que c'est une œuvre d'art globale quand on regarde ça puis qu'on la comprend, qu'on est capable de la décoder, bien, ça devient intéressant aussi. Donc, on a 2 églises à Limoilou maintenant qui servent pour le cirque. Qui servent pour le cirque, effectivement. Il y a l'école de cirque, l'ancienne école, l'église Saint-Esprit et l'église Saint-Charles maintenant qui est, voilà. Ce qui est formidable avec le quartier Limoilou, c'est un quartier à découvrir, mais c'est surtout un quartier à marcher, l'un des plus marchables de la ville de Québec, surtout depuis le réaménagement de la rivière Saint-Charles. Il y a 30 km maintenant de sentiers qui mènent jusqu'au lac Saint-Charles en banlieue de la ville. Donc, je pense qu'Angèle, on le marche souvent, on en fait des visites guidées. Donc, c'est un quartier qui est vraiment très, très agréable et qu'on invite les gens à se déplacer et à le marcher pour le découvrir. Voilà, et puis les gens peuvent s'informer auprès de la Société historique de Limoilou pour les activités qui peuvent être organisées à l'occasion pour découvrir le quartier Limoilou dans son ensemble.